Bonjour à toutes, tous. Merci beaucoup pour cette introduction parce qu'effectivement, je suis heureux et ému de venir ici parce que j'étais effectivement à la place de monsieur qui s'appelle Christophe là-haut. Et effectivement, félicitez Christophe. Car effectivement, on faisait physique, chimie, etc. en première année de médecine. Et on jetait bien sûr des avions en papier parce que l'amphibinet avait l'avantage d'être très très bien. Et donc c'était pour nous un terrain de jeu fantastique. Alors malgré tout ça, je suis arrivé à être médecin, je ne sais pas comment, mais j'y suis arrivé. Voilà. Bref. Et donc je suis très heureux de vous parler. Je remercie votre association de m'avoir invité pour vous parler de patients et médecins du futur. Alors je ne veux pas vous dire qu'est-ce qui va se passer, je n'en sais rien, je ne suis pas Madame Soleil. Mais c'est un petit peu des réflexions sur ce que il est possible que nous devenions, nous, patients, et nous, médecins, et je dis nous, parce que même quand on est médecin, un jour, on devient patient. Et du jour où on passe de l'autre côté de la barrière, on commence à comprendre pas mal de choses. Et donc, je vais vous parler d'intelligence artificielle, bien sûr, je vais vous parler de nouvelles technologies, mais vous allez voir, je vais vous parler surtout de la relation médecin-patient. Car c'est en fait le cœur du sujet, comme l'a très bien exprimé le président, c'est ce qui est vraiment le point de départ. Alors, mon parcours en 2 mots, à part jeter des avions en papier. Donc, j'ai commencé effectivement comme médecin urgentiste en 1980 aux agences médicales de Paris. Donc, c'est de médecine de terrain. Médecine de terrain, ça veut dire qu'on voit des gens qu'on ne connaît pas et qu'on ne reverra pas. Donc, ça veut dire qu'on est tout le temps en train de gérer l'incertitude. Qu'est-ce que c'est que cette personne? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? On n'est jamais sûr de rien. Ça nous a amené en 1987 à nous dire mais comment nous pourrions finalement apporter une réponse aux gens qui nous appellent parfois à tort, parfois sans que ce soit nécessaire, et puis parfois qui ne nous appellent pas alors qu'ils auraient dû nous appeler. Donc on a fondé un système qui s'appelle le 3615 Écran Santé, vous voyez Minitel, cette petite boîte, les anciens se souviennent de ce que c'était, et nous avons donc fait des... mais les jeunes aussi peut-être quand ils vont sur Google pour voir comment ça marchait. Et donc, on a fait des conseils médicaux sur Minitel et on a répondu à 450 000 questions. On a fait 450 000 téléconsultations. Ça ne s'appelait pas téléconsultation, mais on a commencé ça à cette époque-là. J'avais l'ordre des médecins contre moi, le ministère de la Santé, tout le monde m'a dit « mais vous allez finir en tôle ». J'ai échappé à la tôle, mais en tout cas, nous avons véritablement ouvert une voie. On était les premiers au monde à faire ça. Et Cocorico, c'est la France qui a fait ça. Alors après, on a transféré ça sur drclick.com, qui est un site internet que j'ai administré jusqu'en 2009. On a commencé à faire un système expert d'aide à la décision. Bon, j'ai commis un certain nombre de bouquins, dont le dernier qui s'appelle « Les sorciers du futur », où justement je parle de l'intelligence artificielle et de la médecine. J'ai fait un petit blog, hein, si ça vous amuse, vous pourrez aller voir ce que j'ai écrit. Et puis, en fait, maintenant, je suis président de Medvir, qui est une société qui développe de l'intelligence artificielle, et je serai obligé de vous montrer rapidement comment ça marche. Donc c'est l'IA que nous avons fait, l'intelligence artificielle, c'est une alliance entre le réel et le virtuel. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'adresse au grand public, on s'adresse aux professionnels avec ce système Medvir qui est sur ces différents outils que vous voyez là, y compris des robots. C'est de l'IA et nous faisons de l'aide à la décision, de l'aide au diagnostic. On évalue les risques, on fait de l'information santé et on commence le suivi thérapeutique et le suivi patient. On a différents clients, voilà, là-dedans, il y en a qu'on essaye d'avoir avec beaucoup de mal, qui sont par exemple les hôpitaux, et puis les gouvernements. On est en 5 langues, vous allez voir, on commence à se développer pas mal. Donc ça a une portée large et plurielle. Je vous montre simplement, système expert, comment ça marche. En fait, c'est simple, on pose des questions, on attend des résultats et on fait un reporting. C'est ça, en fait, le travail d'un médecin. Le travail d'un médecin, c'est finalement poser des questions. Ça vous chatouille, ça vous gratouille, vous connaissez le docteur Knock. Et bien c'est ça. Alors là, sur une machine, évidemment, c'est moins glamour. On commence à donner l'âge, le sexe, bon, on demande les symptômes. Alors les symptômes, c'est très intéressant, je vais vous en parler après, parce que entre la plainte du patient et les symptômes que nous, les médecins, nous récupérons, il y a parfois un monde. On demande quel est le symptôme principal, on demande les signes d'accompagnement, on pose des questions en cochant des cases, donc c'est accessible à n'importe qui. On demande quel est l'environnement médical et puis on dit bah voilà, faut vous appeliez le 15 ou vous restez chez vous, vous mangez du Doliprane ou autre chose. Voilà. Il y a donc une aide à la décision. Et puis des hypothèses diagnostiques qui sont fournies ou pas, parce que
Le patient peut avoir peur qu'on lui dise là, vous êtes en train de faire un infarctus, mais en même temps, c'est important parfois qu'il sache qu'il vaudrait mieux qu'il appelle le 15 tout de suite, parce qu'il est peut-être en train de faire un infarctus. Donc, on ne fait pas du diagnostic, on pose des hypothèses diagnostiques. Et vous allez voir qu'en fait, en médecine, et surtout les médecins actuellement, nous ne faisons que faire des hypothèses diagnostiques. Car qui fait le diagnostic? C'est les machines. C'est la biologie, hein, c'est l'imagerie médicale, c'est les prélèvements, c'est l'anapathe. C'est ça qui fait le diagnostic. Et donc nous sommes en fait finalement nous sommes là pour débroussailler le terrain, j'allais dire. Bon, on fait un reporting, ce reporting est écrit en français, il est donné à soit un hôpital, soit une infirmière, soit un centre de téléconsultation, etc. Donc vous voyez, on sert simplement à faire un petit peu à faire du triage, j'allais dire, et surtout à récupérer la parole du patient. Alors, qu'est-ce que c'est que la médecine? Bon, il fallait bien commencer par ça. Là, je crois que la meilleure définition a été donnée par Georges Canguilhem en 1942. Il a dit « La médecine est un art dont l'un des outils est la science ». Et je crois qu'on ne peut pas résumer mieux ce qu'est la médecine, parce que c'est avant tout un art. Nous sommes des artistes et nous sommes des artisans, les deux. Et nous devons être les deux. Et nous utilisons la science. Est-ce que maintenant le médecin scientifique, et c'était la question qui était posée, est-ce que le médecin scientifique est encore un médecin? J'ai écrit un bouquin qui s'appelle « La mort du sorcier ». Moi, je pense que nous avons abandonné, en 40 ans, 50 ans, nous avons abandonné notre âme de médecin. Je dis d'une manière générale, hein, je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Mais nous avons abandonné notre âme de médecin pour faire allégeance à la science. Et pourtant, la science, on en a besoin, et vous allez voir, ce que je vais vous montrer, ce qu'on fait. Et ce qu'on va faire dans les 20 ans qui viennent, c'est hallucinant. Je vous ai parlé de la relation médecin-patient, qu'est-ce qu'on fait? Le patient vient avec une plainte, on la transforme en un symptôme. Vous allez voir qu'entre la plainte et le symptôme, c'est pas pareil. On aboutit à un diagnostic, on donne un traitement, on fait un bilan et un suivi. Le but, c'est la guérison. Voilà, ça y est, vous savez tout. C'est ça, et c'est immuable, c'est toujours comme ça. Alors comment ça se passe pour le médecin? Eh bien, il pose des questions. Alors, c'est où? C'est quand? C'est fort? C'est pas fort? Bon. Et souvent, les réponses qui sont faites par le patient, vous le savez, c'est parfois difficile. Bah oui, c'est à droite, c'est pas tout le temps, ça dépend. Quand ma mère vient, ça revient. Il y a beaucoup de mères dans la salle. Non, j'ai pris les mères, excusez-moi, je suis... Voilà. Alors, en fait, la réponse, c'est ça, la réponse. Et nous, les médecins, il faut qu'on se débrouille avec ça. Il faut qu'on l'analyse, cette plainte. Il faut qu'on la négocie. Alors, on la négocie, pourquoi? Parce que quand le patient vous dit « j'ai du vent dans la tête », par exemple, j'ai vu ça, quelqu'un qui m'a dit « j'ai du vent dans la tête », mais moi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Alors, je ne peux pas raccrocher vent dans la tête à un symptôme quelconque. Donc, on négocie. Alors, on dit, ouais, le vent, bon, vous avez mal à la tête, quoi. Bon, d'accord, ok. On négocie. Ensuite, quand on a symptôme, on enquête. Ensuite, on fait un examen clinique, enfin, malheureusement, de moins en moins, parce que le médecin examine de moins en moins, et ça, c'est vraiment dramatique, non pas pour les informations qu'on en tire, mais parce que c'est au travers de l'examen clinique que se noue la relation humaine profonde entre le patient et le médecin. Un médecin, je suis désolé, je vais être un peu violent, mais un médecin qui n'examine pas son patient, qui ne pose pas ses mains sur son corps, il passe à côté de son métier et il bousille la relation thérapeutique. Je le pense vraiment. Alors évidemment, il y a des tas de médecins qui me disent que je suis un fou furieux, mais bon. Ensuite, après l'examen clinique, on fait des analyses, on fait une imagerie. Ça aboutit à un diagnostic. Mais le diagnostic, il faut le négocier, parce que le patient, lui, il dit « Ah ben non, vous êtes sûr? Parce que ma grand-mère, elle avait la même chose, on lui a trouvé un cancer des cheveux, et donc vous êtes sûr ?» Il faut négocier. Après, une fois qu'on s'est mis d'accord, il faut mettre un traitement en place. Donc, on fait des consultations, on fait du suivi, on donne des examens. Le but, c'est la guérison. Parfois, c'est le statu quo. Alors, quand c'est le statu quo, on recommence. Docteur, ça va toujours pas mieux. Et parfois, c'est le conflit. Le patient s'en va avec sa plainte et puis il repart voir un autre médecin et le même cycle recommence. Et vous avez des gens qui sont dans une errance thérapeutique, pas forcément de leur faute, mais parfois de la faute du médecin parce que le médecin est passé à côté. Il n'a pas pensé. Pour le patient, il y a ce qu'il dit et il y a ce qu'il ne dit pas.
Et souvent, dans ce qu'il ne dit pas, se trouve, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est parfois les choses les plus importantes. Alors, pareil, à propos de son symptôme, il y a ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas. Il négocie l'examen, il négocie les analyses. Vous êtes sûr qu'il faut me faire un toucher rectal, vous êtes sûr qu'il faut me faire ceci, me faire une ponction lombaire, et ça se comprend. Il négocie le diagnostic, on l'a vu, il observe comme il veut, il suit comme il veut. Le but, c'est la guérison, parfois statu quo, parfois accompli. Vous voyez, là, vous avez toute la relation médecin-patient, et c'est tout le temps comme ça que ça se passe, quels que soient les pays, quel que soit le lieu, quelles que soient les cultures, et quel que soit l'endroit où l'exercice de la médecine se passe. Alors, nous, en tant que médecin, comment ça se passe? On prend la plainte, hein, on la met dans un petit panier qui s'appelle les symptômes. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on se dit, oh non, celui-là, ça ne m'intéresse pas, vous savez, le vent dans la tête. Par contre, je garde le reste, on est d'accord. Et puis, je vais mettre tout ça dans un petit coin de mon cerveau. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je fais? Je me pose des questions, ça mouline. Et pendant que je pose les questions, enfin pendant que le médecin pose la question, il réfléchit, il met en place un raisonnement où il met en place des habitudes. Alors, des habitudes qui sont ce qu'il est habitué à faire en général. Alors, il met ça dans sa petite boîte. Hein. Voilà. Il va faire quoi? Un examen clinique, ou pas. Il évalue donc la gravité de la situation, des hypothèses diagnostiques qui lui viennent à la suite de ça, et puis à la réflexion, après l'examen clinique, il se dit non, c'est pas ça, donc il l'oublie, et puis il voit l'état du patient, et puis après, il prend sa décision. Et cette décision, c'est quoi? En général, il prend l'ordonnancier, et puis il marque, vous allez me faire une radio, vous allez me faire ceci, vous allez me faire une prise de sang, et je vais vous donner un traitement. Voilà, vous voyez, finalement, c'est simple, hein, c'est pas compliqué. Alors, quand on voit, je reprends mon schéma et je vous mets maintenant là où l'IA, où les nouvelles technologies peuvent intervenir. Alors, l'IA, elle est là, vous voyez, c'est ce petit machin-là. Une IA peut analyser une plainte. Mais l'analyse, elle sera objective. Nous perdrons la subjectivité. Enfin, on peut considérer que la plainte puisse être analysée, mais ce n'est pas la plainte initiale. Il faut négocier. Alors là, la machine ne négociera pas. Il n'y a qu'un être humain qui puisse se négocier avec un autre être humain. L'enquête, ça peut être fait par une machine. L'examen clinique, vous verrez que ce que je vous montrerai tout à l'heure, on fera des examens cliniques avec des nouveaux capteurs. Ça va être phénoménal. Donc, le médecin ne touchera plus le patient. Dans 10 ans, il ne touchera plus, parce que ses yeux, ses oreilles, etc., seront moins performantes que ce que font les machines. Les analyses des imageries, une machine peut interpréter. Négocier le diagnostic, non. La consultation, l'examen, tout ça, ça peut être fait par des machines. La négociation, vous voyez qu'à chaque fois, dès qu'il faut négocier, il faut un être humain. Or, la négociation que l'on pourrait appeler également l'empathie, à la place de négociation, qui est un mot un peu violent, on pourrait mettre le mot empathie, ne peut être fait que par un médecin et jamais par une machine. C'est rassurant, parce que finalement, ce qui compte, c'est ça, cette relation qu'il y a entre le médecin et le patient. Finalement, ce qui donne le sens, c'est le questionnement, et c'est de la philo. Pour donner du sens aux choses, on ne fait que se poser des questions, même si on n'y répond pas. Et en philo, on émet des hypothèses, et on ne répond en général jamais. Alors l'intelligence artificielle, puisqu'on en parle, je vais vous faire un petit tour sur l'intelligence artificielle. Alors, je vous lis ça. L'intelligence artificielle, c'est une définition officielle, consiste à mettre en œuvre un certain nombre de techniques visant à permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle. Alors, autre définition de Marvin Lee Minsky, qui était au MIT, qui a donné une définition qui a toujours cours, qui dit « L'intelligence artificielle correspond à la construction de programmes, retenez bien programmes, informatiques, qui s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elles demandent des processus mentaux, deuxième mot, de haut niveau, tels que l'apprentissage perceptuel, on passe sur le mot qui est un petit peu compliqué, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. Vous voyez qu'il y a quand même là-dedans des éléments qui sont du raisonnement humain, de l'apprentissage, de l'organisation de la mémoire et du raisonnement. Et on essaye de faire quoi? Avec les machines, on essaye d'imiter. Mais on ne fait qu'imiter. Une machine, vous verrez, n'est pas capable réellement de comprendre.
Alors il y a des programmes, il y a des processus mentaux, très bien, et vous voyez, tout ça c'est fait par des machines, c'est-à-dire des puces de silicium. Alors maintenant on a les ordinateurs quantiques qui vont prendre le relais, mais tout ça c'est du silicium, et on gère des 0 et des 1. Ça veut dire que notre vision du monde est complètement pixelisée en des suites de 0 et de 1. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? On a une intelligence humaine augmentée. Et au lieu de ce terme d'intelligence artificielle qui nous colle au basque comme un boulet et qui a été inventé par McCarthy en 1958, il vaudrait mieux utiliser le terme d'intelligence humaine augmentée. On utilise des outils d'intelligence artificielle de façon à ce que nous soyons plus performants, plus intelligents. Alors justement, cette intelligence, qu'est-ce que c'est? Cette intelligence, elle est phénoménale, l'intelligence humaine. Elle est, regardez, logico-mathématique, linguistique, corporelle, kinesthésique, intrapersonnelle, spatiale, émotionnelle, collective, intrapersonnelle, musicale, poétique. C'est phénoménal, la quantité de capacités que notre cerveau a. Alors, d'où ça vient? C'est pas à vous, des profs de SVT et des scientifiques, que je vais rappeler ça. Évidemment, tout ça, ça vient du Big Bang. Hein. Bon, on en est à peu près sûr. Et puis là-dedans, vous avez nos chers amis que vous connaissez tous, hein, le carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore et soufre, Chomps, nos amis Chomps, qui sont nés de tas d'histoires. Et ça a créé des acides aminés, ça qui se sont enchaînés, qui ont créé des protéines, etc. Enfin, tout ce que vous savez, donc je passe. La question, malgré tout, est de se dire, est-ce que c'est un déterminisme? Oui, c'est un déterminisme. On sait que la chaîne des événements est totalement déterminée, elle est presque connue de façon quasi certaine. La question est de savoir, y a-t-il eu une intentionnalité? Et se posent donc des questions, vous voyez, philosophiques immédiatement. Y a-t-il eu une intervention divine ou pas? Qu'est-ce que c'est? Alors, toutes les religions ont exploré ça. Mais ce sont des questions auxquelles nous ne pouvons pas échapper. On ne peut pas échapper à ces questions, d'autant plus qu'on n'a pas la réponse. Alors, l'intelligence, elle est née dans l'eau, vous le savez, hein, les petites cellules qui se sont réunies entre elles, qui ont commencé à faire des petits organismes unicellulaires, lesquels se sont regroupés en organismes multicellulaires, bref, ça aboutit à des bestioles, lesquelles bestioles, finalement, après, ce sont, vous voyez, donc ça, je ne vous ferai pas l'injure de vous commenter cette photo que vous connaissez par cœur. Et en fait, il y a toute une construction qui est une construction que nous, les médecins, et je vais rester juste sur cette diapo, nous, les médecins, nous avons complètement oublié que nous sommes faits de milliards de cellules. Nous l'avons oublié parce que nous considérons que le corps humain est une machine. Merci, monsieur Descartes, mais bon, il fallait bien un commencement à ça. Et nous oublions qu'en fait, nos cellules, ce qui sont notre constitution primaires, primitives, et qui se sont spécialisées au fur et à mesure, quand on était au stade de morula, hein, et puis après 16 cellules, et puis après ça s'est spécialisé, et on est maintenant avec une quantité de cellules hyper spécialisées. Tout ça, nous oublions, nous les médecins, que ça doit rester toujours dans notre tête. Nous sommes des assemblées de cellules. Les médecins l'oublient. Et dans l'enseignement, j'en parlerai tout à l'heure, je pense qu'il y a ce retour aux fondamentaux, et c'est pour ça que les SVT, vous êtes aussi importants pour la transmission de ce message aux futurs médecins, c'est de bien comprendre que nous sommes des assemblées de cellules. Bon, l'intelligence, après, est sortie de l'eau, vous le savez. Ouais. Oui, elle est sortie de l'eau quand même, oui. Une drôle de tête, mais voilà. Et donc, finalement, c'est le fruit... L'intelligence humaine, c'est le fruit d'une évolution de plusieurs millions d'années, dont le point de départ est une cellule biologique. Alors, vous reconnaissez notre ami, vous reconnaissez, bon, Wagner, j'aime bien, donc je l'ai mis, bon, Victor Hugo, voilà, Picasso, où se trouve leur génie à chacun? Il se trouve dans cette boîte, et comment cette boîte marche, c'est toujours un mystère. Théorème de Gödel dit théorème d'incomplétude dit qu'on ne peut comprendre un système que quand on s'en extrait. Comment pourrions-nous nous extraire de notre propre cerveau pour comprendre comment il marche? C'est pratiquement impossible. Il faudrait qu'on s'extrait complètement.
Comment ça marche, je ne sais pas, personne ne sait encore. Un jour, on trouvera sans doute. Et le problème, c'est que nous resterons toujours avec cette question. Sommes-nous toujours seuls sur Terre, le petit prince qui se pose la question de savoir s'il est seul ou non. Et c'est une question qui reste en nous, profondément en nous. Même quand on fait de la médecine, on a ça en background. Et nous, tous les êtres humains, nous avons toujours ça en background. Alors, l'histoire de l'intelligence artificielle en 2 mots, Vannevar Bush, 1930, a créé le premier ordinateur, et c'était une sorte, comme un boulier chinois, si vous voulez, en gros. Et il était le premier à faire ça. Alors, bien sûr, Alan Turing, que vous connaissez, je pense, qui a déchiffré Enigma, qui était une machine inventée par les Allemands pour transmettre de l'information. Et Alan Turing a fait le premier ordinateur capable de faire du décryptage. C'est l'inventeur véritablement, on peut dire, de l'informatique moderne, 1945. Et d'ailleurs, il y a un test qu'on appelle le test de Turing, que vous connaissez, je pense, qui consiste à dire qu'à partir du moment où une intelligence artificielle sera capable de faire croire à un être humain qu'il est un être humain, et ça pendant un dialogue de 5 minutes, alors le test de Turing sera réussi. Pour l'instant, aucune machine n'a réussi le test de Turing. John McCarthy, l'inventeur de ce mot épouvantable, intelligence artificielle, vous voyez, IBM 360, ça prenait une place phénoménale. Et finalement, c'était quoi? C'était des transistors, des circuits imprimés, des microprocesseurs, et tout ça soumis à la loi de Moore, c'est-à-dire que au fur et à mesure, la puissance des machines augmente et la taille diminue. Le seul problème, c'est que maintenant, on est à l'échelle de l'atome. Et comme il y a des particules cosmiques qui arrivent, les neutrinos, les machins, etc., ben finalement, ils sont tellement petits que leur moindre fonctionnement est soumis à un bruit tel que ben maintenant, on ne peut pas aller plus loin. Sauf avec les ordinateurs quantiques qui vont nous ouvrir la porte vers autre chose. Alors ça va être une autre aventure assez extraordinaire. Vous voyez, la logique formelle, ça a été inventé en 60. Les moteurs d'inférence, ça a l'air très compliqué, mais c'était inventé en 1960. Les réseaux neuronaux, tout le monde nous parle des réseaux neuronaux, mais c'est en 1960 que ça a été inventé. La seule chose, c'est qu'on n'avait pas la puissance des machines pour le faire marcher. Les systèmes experts, voilà. Alors, algorithme, bien sûr, tout le monde nous parle d'algorithme. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Ça veut dire que si la porte est ouverte, alors je m'en vais. C'est ça un algorithme, c'est pas compliqué. Et tous nos appareils ménagers sont bourrés d'électronique et de mini-intelligence artificielle dans lequel on dit si la porte, s'il y a de l'eau dans la machine, bah, tu n'ouvres pas la porte. C'est un algorithme, c'est pas autre chose. Alors évidemment, ça peut être un peu plus compliqué. Si la porte est ouverte et si il y a un tigre derrière la porte, alors, je sors pas et je m'en vais. C'est un algorithme. Bon, vous voyez, et on peut complexifier les choses. L'algorithme, c'est toujours pareil, c'est d'une simplicité absolue. Et nous faisons tous, comme M. Jourdain, de l'algorithme sans le savoir, tout le temps au cours de notre vie. Tout le temps. Parce qu'en fait, finalement, c'est la question de la décision. La décision, je vais à droite, je vais à gauche. Et nous sommes perpétuellement obligés de prendre une décision. Et nos organes sont obligés de prendre des décisions. Et nos cellules sont obligées de prendre des décisions. La vie est faite d'une prise de décision perpétuelle, constante. Alors, différentes IA, je vous les mets pour que vous compreniez bien. Bon, vous avez les moteurs d'inférence. Les moteurs d'inférence, c'est un système qui marche très bien pour certaines choses, avec des bases de faits, des bases de règles, et puis un moteur qui, à partir des faits et des règles, fait ce qu'on appelle du chaînage arrière. Il revient en arrière, donc il fait un raisonnement inductif, ou alors il va en avant, il fait un raisonnement déductif. Et ces moteurs d'inférence permettent de faire marcher énormément de systèmes. Mais ça a un peu du plomb dans l'aile, parce que maintenant, on dit que les moteurs d'inférence, c'est ridicule, on a beaucoup mieux. Alors vous avez également les réseaux bayésiens, qui sont des modèles statistiques, théorème de Bayes, 1600, je ne sais plus combien, 1610 ou 1640, qui en gros que la probabilité d'un événement est la somme des probabilités partielles. C'est à peu près ça. S'il y a des mathématiciens dans la salle, ils pourront m'envoyer une claque à la fin.
Alors, la logique floue. Nous, on fait de la logique floue, la fuzzy logic. Qu'est-ce que c'est? C'est la gestion de l'incertitude. C'est les Normands. Peut-être ben oui, peut-être ben non, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça serait plutôt ci, plutôt ça. Mais on n'est jamais sûr de rien. C'est la gestion de l'incertitude. Et en médecine, nous passons notre temps à gérer de l'incertitude. Même quand on est quelqu'un d'hyper spécialisé, même quand on est un chirurgien sûr de son coup, on gère l'incertitude. On n'est pas certain qu'on va arriver au bout de l'opération. Et c'est pour ça que vous avez des machines qui sont maintenant de la réalité virtuelle, qui sont mises sur le casque du chirurgien et qui font que ça lui dit « ça c'est une artère rénale, touche pas, ça c'est un ligament, tu peux le toucher, puis ça c'est le rein, hein, si jamais tu ne le savais pas, ça c'est le rein ». Donc il y a... Il y a donc une aide, une collaboration, et vous avez même ce qu'on appelle des cobots. Alors les cobots, c'est des systèmes qui font que quand le chirurgien a un peu trop fêté Halloween un soir, et qui le lendemain il tremblote un petit peu, le cobot lui permet d'avoir un geste fin et certain. Donc les cobots, c'est maintenant quelque chose qui est un système anti-scatting qui est extrêmement au point. Et puis vous avez le deep learning. Alors le deep learning, vous connaissez, je pense, c'est la seule IA qui maintenant a le droit de citer, et qui est l'interprétation radiologique, l'interprétation visuelle d'électrocardiogramme, la documentation intelligente, etc., etc., etc. Alors Watson s'est lancé là-dedans, et eux, ils ont fait donc du deep learning, et ils se sont dit, nous allons être intelligents et nous allons comprendre le langage. Ben, ils ont fermé, ils ont arrêté au bout de 10 ans parce qu'ils n'y sont pas arrivés. Ce qui veut dire que le deep learning, qui est donc un système dans lequel je vous en parlais tout à l'heure, c'est une boîte noire, à l'intérieur on met des données d'entrée, la machine elle fait des équations, personne n'y comprend rien, même pas le constructeur, et à la fin il y a des données de sortie, et si les données de sortie correspondent à un résultat qui est bon, on dit ben, les données d'entrée étaient bonnes. Bon. Le seul problème, c'est que si jamais ça marche pour une fois, 2 fois, 3 fois, et puis ça peut marcher dans 90 fois, mais les 10 fois restantes pour arriver à 100, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, la machine, elle se trompe. S'il n'y a pas un être humain pour contrôler, faire ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé, et donner une claque à la machine en lui disant « mais tu t'es trompé », eh bien, la machine, elle fait des erreurs, et elle perpétue les erreurs, et elle continue à faire des erreurs. Donc, vous voyez que la machine, on ne peut pas lui laisser, il faut toujours lui tenir la souris. Hein, on ne peut pas la laisser toute seule, la machine. Alors, je regarde un petit peu le temps pour savoir. Oui, ça va, à peu près. L'IA pure et l'IA appliquée. On a, je vous ai parlé des systèmes experts qui permettent de faire du raisonnement artificiel, hein, avec les moteurs d'inférence, etc., etc. Bon, nous, c'est ce que nous faisons avec les systèmes experts. Le machine learning, c'est de la connaissance artificielle. Hein, c'est ce qu'a fait Watson. Ça, c'est pas demain qu'on va y arriver parce qu'on se trouve confronté à la grosse problématique du langage, de la plasticité du langage, du fait que les mots ne sont jamais univoques, même en médecine. Parfois, on ne se comprend pas forcément exactement, alors que le langage est très normé en médecine. Donc, la contextualisation d'un texte est très difficile. Par contre, vous avez des machines qui arrivent à faire des résumés qui sont pas mal. Et donc, sans doute dans 10 ans, et même avant, il n'y aura plus besoin d'avoir un journaliste sportif. C'est la machine qui retracera le match. Et d'ailleurs, ça se fait déjà. Alors évidemment, de résumer un bouquin et de résumer la recherche du temps perdu et puis d'en faire quelque chose de digestible, puisque Proust est quand même... la Madeleine est parfois difficile à avaler. En tout cas, on n'y est pas encore. Mais on peut l'envisager. Jusqu'à quand? Quousque tandem. La reconnaissance artificielle. Alors ça, c'est les machines qui permettent de faire de la reconnaissance d'images. Ça marche très bien. À 95%, la machine elle ne se trompe pas. Ça, c'est donc, vous voyez, c'est ce qu'on pourrait appeler de l'intelligence artificielle pure. C'est les petites techniques que je vous ai montrées tout à l'heure. Mais ce qui est plus intéressant, c'est quand c'est appliqué. Alors, c'est appliqué à quoi? Au diagnostic et à la décision. Et toutes ces machines, elles ont besoin de quoi? Elles ont besoin de données, de data. Alors, les datas sont humaines, environnementales, épidémiologiques, biologiques, des données d'imagerie, des données de droite et de gauche. Et tout ça, ça rentre dans le diagnostic et dans la décision. Mais pour que ces datas, elles parviennent
à l'utilisateur, il faut utiliser des outils qui sont le web, qui sont des applications et qui sont des capteurs. Les capteurs fabriquent de la data est gérée par une application et l'application envoie des datas qui sont envoyées par le web et on la récupère et ça permet de servir au diagnostic et la décision. Plus scientifique, j'allais dire, vous avez la génomique, la connaissance que nous avons de la cellule, et avec les ciseaux à ADN en particulier, je crois que c'est une personne qui a eu, il y a 4 ans, je crois, je ne sais plus si c'est le prix Nobel ou le prix de médecine, pour les ciseaux à ADN. Les nanotechnologies, quelque chose qui nous permet d'aller au plus profond et avoir des tout petits éléments qui vont rentrer dans les cellules et qu'on pourra gérer. Après, vous avez le traitement et le suivi. Alors, le traitement et le suivi, vous voyez, le traitement, les robots, maintenant, des robots sont capables de faire des choses phénoménales, extraordinaires. Ensuite, vous avez le génie génétique. On prend un virus, on lui met de l'ADN dedans, on dit au virus, allez, va attaquer la cellule. Alors le virus, il y va, parce qu'il a les capteurs pour aller dessus. Il sait faire qu'une chose, lui, c'est rentrer son matériel génétique, le mettre à la place de la cellule. Mais comme à l'intérieur de la cellule, il y a un gène qui est le gène manquant pour la cellule et que possède le virus, on va réparer la cellule. Alors ça, c'est la théorie. On n'en est pas encore là, mais les voies du génie génétique sont très importantes et elles vont poser un problème, bien sûr, éthique que nous aborderons à la fin. Bon, les imprimantes biologiques, on synthétise de la peau, sans problème, c'est Poietis qui fait ça, mais maintenant avec les cellules souches de la personne. On lui prend des cellules souches, on les transforme en fibroblastes, etc., qui fabriquent le collagène, les fibres d'élastine et compagnie, et ça fabrique de la peau avec une imprimante biologique tout à fait classique. On pourra donc synthétiser un jour un rein, un pancréas, un cœur, ce qui va révolutionner les greffes parce que nous ferons des autogreffes et non plus des hétérogreffes. Ça, c'est pas pour tout de suite, mais 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce qui, là encore, nous va poser des questions véritablement philosophiques, on y reviendra. La réalité virtuelle, je vous en ai parlé, vous savez, le casque pour les chirurgiens, ça c'est extrêmement utile pour le traitement. La prévention, qui est le parent pauvre de la médecine, puisque nous, les médecins, la prévention commence à nous intéresser, mais finalement ne nous intéresse pas autant qu'elle le devrait. Pour ça, et puis la médecine prédictive, bien sûr, alors là, c'est encore une autre aventure. C'est une autre aventure parce que prédire l'avenir, est-ce que ce n'est pas, là encore, ouvrir la boîte de Pandore? Alors, tout ça, bien sûr, ne peut se faire que si nous connaissons la cellule. Vous connaissez parfaitement. Les médiateurs chimiques, pareil. On arrive maintenant à faire des neuroprothèses qu'on utilise quotidiennement pour les gens qui ont des syndromes parkinsoniens. C'est la quantité de jonction qu'il va y avoir entre les matériaux et le biologique va être absolument considérable dans les années qui viennent. D'autant plus que maintenant, nous allons avoir des ordinateurs quantiques, donc des ordinateurs qui vont être capables de gérer, qui seront 1 million, 2 millions de fois plus puissants, donc 1 milliard de fois, plus puissants que le plus puissant de nos ordinateurs les plus puissants. C'est fabuleux. C'est extraordinaire. Mais ça va être du réel. Alors, il faut être presque à 0 degré Kelvin, moins 260, je crois à peu près, moins 270 degrés à peu près. Presque, donc à 3 degrés Kelvin. Sinon, ça ne marche pas. Mais on y arrivera. Alors, les IA que je vous ai montrées, vous vous souvenez, les petites IA, elles sont en 2 types d'IA. Vous avez l'approche boîte blanche, white box, et boîte noire. La boîte blanche, c'est l'explicabilité. On est capable de dire, voilà, c'est les IA symbolistes, nous c'est ce qu'on fait, les réseaux bayésiens, les réseaux analogiques, ce sont des systèmes qui sont explicables, qui peuvent expliquer ce qu'ils font. Et puis vous avez l'effet black box, qui est des systèmes évolutionnaires ou connexionnistes, qui eux ne sont pas capables d'expliquer ce qu'ils font. C'est la boîte noire avec à l'intérieur des équations, personne ne sait ce qui se passe, et on ne voit simplement que les données d'entrée et les données de sortie. Ça,
ce que nous faisons tous, c'est de l'IA faible, et ce que nous pourrions espérer, c'est de l'IA forte. C'est quoi l'IA faible? C'est l'intelligence artificielle. C'est quoi l'IA forte? C'est nous, l'intelligence humaine. Alors pourquoi? Parce que quand vous regardez, apprendre, oui, nous on est capable de le faire, les êtres humains. La machine peut apprendre, mais elle ne peut apprendre que si on lui tient la souris, parce que sinon elle va apprendre des choses qui seront fausses. Et plus elle apprendra des choses fausses, moins elle sera intelligente. Donc l'apprentissage de la machine, on va dire qu'elle apprend, mais tout juste. Compréhension. Un enfant qui naît, une petite souris, comprend un certain nombre de choses, comprend réellement. La machine ne comprend rien, mais rien de rien. Elle est incapable de comprendre et elle n'est pas prête de comprendre. Pourquoi? Parce que déjà, elle n'est pas capable d'imaginer. Nous, on est capable d'imaginer, mais elle ne peut pas imaginer. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'intention. La machine n'a pas d'intention. Elle est un exécutant. Si on ne lui dit pas « faut faire ceci », elle ne va pas dire « ah bah tiens, aujourd'hui, je vais écrire une symphonie de Mozart ». Non. Non, ou aujourd'hui, je vais faire un nouveau jeu qui va remplacer le jeu de Go. De son intention. Elle n'a pas cette intention. Par contre, si on lui demande de faire une symphonie de Mozart, à la manière d'eux, elle le fera. Mais elle n'a pas d'intentionnalité. Et le manque d'intentionnalité fait que l'imagination n'y est pas. Or, qu'est-ce qui crée le progrès? Qu'est-ce qui crée la connaissance? C'est l'imagination. Puis évidemment, nous avons conscience de nous-mêmes. La machine n'a aucune conscience d'elle-même puisqu'elle ne sait pas ce que c'est que la mort. Nous, on le sait. Et c'est vraiment complètement différent, ce qui veut dire qu'il n'existe au monde aucun système d'intelligence artificielle forte. Alors en 2050, moi je serai mort peut-être, smart data, programme conscient, ordinateur quantique, peut-être que tout ça, ça va marcher. Mais c'est pas certain. Alors, l'écosystème actuel, nous sommes, juste pour comprendre, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, maintenant, vous savez, tout le monde est en point 0, point 1, point ceci, point cela. Ça montre à quel point les informaticiens ont envahi notre monde. Alors, la relation médecin-patient, on va dire que c'est du 1.0. C'est l'homme, c'est deux êtres humains ensemble. La relation 2.0, c'est les êtres humains ensemble, mais avec la société autour. Le médecin et le patient qui sont dans le colloque singulier sont soumis au jugement et aux oukases et à l'influence de la société autour. Et nous ne pouvons pas y échapper. On a l'ACTAM, on a les politiques, on a tout ça, et nous ne sommes pas libres. Notre relation médecin-patient est de moins en moins libre. Et on le voit à quel point maintenant nous sommes des exécutants. Quand on a des protocoles, si on ne suit pas un protocole, le patient peut se retourner contre nous, et le conseil départemental de l'ordre, il fait... Et on dit, voilà, blâme, ou etc. Nous devons respecter des protocoles, qui sont des conférences de consensus, dans lesquelles on gère l'incertitude. Donc vous voyez, les protocoles, c'est là encore, on impose on essaie de donner pour vrai quelque chose qui est incertain. C'est quand même un problème, je trouve. Le monde 3.0, c'est au-dessus, les machines, triangulation. Et puis après, le monde 4.0, ce sont les machines intelligentes qui pourront réfléchir par elles-mêmes. Retenez bien 3.0, 3.0, 4.0, vous allez voir pourquoi c'est important. Parce que dans la médecine 3.0, nous avons donc la relation médecin-patient, et autour nous avons les sciences biologiques, je ne vous les détaille pas, vous les connaissez. Vous avez les matériaux, les nouveaux matériaux, vous avez les systèmes experts intelligents, enfin les systèmes de traitement de la donnée, et puis vous avez l'Internet des objets qui sont donc qui récupèrent des données bio, des données d'imagerie, etc., etc. Ce qu'on appelle Internet of Things quand c'est mis à disposition des patients. Tout ça, bien sûr, c'est interrelié. Et qu'est-ce que ça fabrique? Ça fabrique des applications. Et les applications, nous avons dans nos petites bestioles là, des tas d'applications qui, finalement, utilisent ces différents éléments. La connaissance, elle s'obtient grâce elle nous permet d'être obtenue par du machine learning et par des smart data. Smart data, c'est-à-dire données intelligentes et non pas big data, qui veut dire grosses données, pas très intelligente. Et puis, donc les big data, enfin. Tout ça, c'est chapeauté par notre ami intelligence artificielle. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Quand on va avoir les ordinateurs quantiques et les capteurs interconnectés, puisque maintenant, les capteurs
sont capables de s'auto-alimenter simplement par la vibration du sol, parce qu'il y a un camion qui passe dans la rue, un capteur qui est une petite caméra, parce qu'elle vibre, il va y avoir par effet piézoélectrique, la vibration va être reprise et la caméra va être alimentée. Il n'y a plus besoin de l'alimenter. Maintenant, les capteurs, on peut en mettre partout. Partout, 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 il y aura des milliards de capteurs. Et donc, les données qui véhiculent pourront passer par rien, par un câblage électrique, il n'y a pas besoin d'avoir du Wi-Fi ou du machin. Donc, on va être capable, grâce à tous ces petits micro-capteurs, de faire une pixelisation du monde qui seront récupérés par des IA très puissantes et qui seront capables de reconstituer tout ça exactement comme notre rétine récupère un photon qui va dans le tronc cérébral, qui est analysé par les bandelettes optiques, machin et compagnie, et qui est intégré dans le cerveau, où elles sont décodées. Et ben, c'est ça qui va se passer. La seule chose, c'est que le cerveau en question, ce sera des IA, et les capteurs, ben, ce sera notre rétine. Vous voyez, c'est les mêmes fonctionnements. Alors, a priori, c'est très bien. Le problème, est-ce que nous arriverons à une conscience artificielle ? Bon, moi j'espère que non, très honnêtement. Moi j'espère que non, et je pense qu'on n'y arrivera pas de sitôt. Ou alors, qu'est-ce que ce sera que la conscience ? Le problème, c'est que ça pose des problèmes éthiques importants, très importants, et je vais vous en parler. Alors, en 2023, on a des techniques diagnostiques, des techniques thérapeutiques, la recherche, l'enseignement, j'y reviendrai. Bon, je vous les cite simplement, mais vous les connaissez, les robots miniaturisés. On avale une gélule, elle va dans le corps et puis elle filme. L'interrogatoire assisté, c'est ce que fait l'intelligence artificielle. Les capteurs universels, l'examen clinique, on pourra examiner quelqu'un à distance simplement avec des capteurs. Je vais vous montrer comment on peut faire, c'est assez drôle d'ailleurs. Diagnostic assisté, le télédiagnostic, bien sûr, la médecine prédictive, bien sûr, puisqu'on arrivera, grâce à des smart data et grâce à la génétique, à prévoir qu'est-ce qui va nous arriver. Mais alors, vous voyez un petit peu où ça nous emmène du point de vue éthique et du point de vue philosophique. Techniques thérapeutiques, les robots chirurgiens, la réalité virtuelle, les neuroprothèses, les prothèses, les exosquelettes, fantastique les exosquelettes. Les médicaments candidats, maintenant, on prend des médicaments, 1 million de possibilités, on les passe dans une IA, l'IA, elle fait ses petits calculs et elle dit, bah voilà les 3 qu'il faut essayer. Vous vous rendez compte ? Et donc on n'a plus que 3 médicaments à tester, alors qu'avant on avait des quantités astronomiques. Donc on va pouvoir avoir des médicaments beaucoup plus performants et surtout personnalisés. La thérapie génique, je vous en ai parlé, le génie génétique, vous connaissez. Les médicaments candidats dans la recherche, bien sûr, les nanotechnos, c'est l'avenir, c'est phénoménal ce qu'on va arriver à faire. La robotique, bien sûr, les biopuces, relation entre la cellule et des données et des éléments non biologiques, tous les nouveaux matériaux, les machines quantiques, vous voyez un petit peu où nous allons, c'est phénoménal. Puis par rapport à ça, en plus, lors de l'enseignement, maintenant, en médecine, on fait de la simulation. Il va falloir que nous repensions notre médecine. Je vous en reparlerai tout à l'heure, la notion de médecine syndromique. Je vous expliquerai pourquoi, enfin si j'ai le temps. Parce que nous sommes sur une histoire de la médecine qui remonte à 1878, à Claude Bernard, et nous avons empilé des tas d'expériences, le syndrome de ceci, la maladie de cela, tac, 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 tac. Chaque découvreur a mis son nom, et puis on se rend compte après que la maladie de Parkinson, en fait, finalement, vous avez des syndromes parkinsoniens, comme par exemple l'intoxication au primpéran, et ça donne un syndrome parkinsonien qui est en fait un syndrome extrapyramidal. Bon, le problème, c'est qu'on continue à utiliser le mot maladie de Parkinson, qui n'est en fait qu'une forme particulière de syndrome extrapyramidal. Donc il faudrait que nous arrivions à déconstruire la médecine de façon à les transformer en des syndromes qui soient des suites logiques d'événements et que nous puissions séquencer. À ce moment-là, nous pourrons peut-être parler de choses qui ont du sens, parce qu'en ce moment, on mélange tout et n'importe quoi. La sélection, des études de médecine, c'est une catastrophe, une calamité, si vous voulez. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Les jumeaux numériques, ça va être très intéressant. Les jumeaux numériques, vous les avez dans le bâtiment, mais on va pouvoir faire de chacun d'entre nous un jumeau numérique. Et puis dedans, on va pouvoir expérimenter sur le jumeau, il ne souffre pas, etc. Mais on va pouvoir comprendre pas mal de choses. C'est intéressant.
C'est intéressant d'avoir un jumeau numérique. Et puis, la délégation des tâches. Alors, délégation des tâches, bon, je l'ai mis dans l'enseignement, mais la délégation des tâches, ça veut dire que nous, les médecins, il faut qu'on arrive à comprendre que nous devons abandonner notre position et que nous devons absolument déléguer toutes nos tâches à des non-médecins qui feront une bonne partie de notre travail. Ça ne nous retirera rien et c'est peut-être ça qui permettra de réduire en particulier les déserts médicaux et d'amener et de résoudre des tas de problèmes de notre système sanitaire actuel. Alors les patients et les médecins du futur, hein, c'est quoi hein? Patients du futur, ben voilà, médecins du futur, je vous l'ai dit, hein, interrogatoire assisté par IA, l'examen clinique, il n'y en aura plus besoin. Vous prenez un patient, hein, il est comme ça. Okay. Vous avez une infirmière à côté. L'infirmière, elle appuie sur le ventre, pouf, 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 etc. C'est relié à des capteurs. Les capteurs sont numérisés, c'est envoyé par Internet sur un mannequin en silicone, et le médecin de l'autre côté, grâce à des petits moteurs asservis, reçoit, en posant ses mains sur le ventre, il reçoit, il a juste à appuyer, il va ressentir sur le mannequin exactement ce que l'infirmière a fait au même moment. Il n'y a plus besoin d'examiner le patient. Cette transmission se fera sans aucun problème. Le laitier à Grenoble arrive à reconnaître 80 odeurs. Nous, on n'en connaît plus que 12. Donc, nous allons petit à petit, c'est inéluctable, être remplacés, nous les médecins, dans notre examen clinique, par des machines. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On va essayer d'y répondre. Délégation des tâches, on l'a vu, l'enseignement sur simulateur, la médecine syndromique, je vous en ai dit 2 mots, la télémédecine, c'est de la médecine à distance, la médecine prédictive, on en a dit 2 mots. Vous voyez, c'est vraisemblablement là-dedans que va aller le médecin du futur. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qui va rester à ce pauvre médecin? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il ne fera plus de diagnostic, il ne fera plus de traitement, il ne fera plus d'examen, il ne fera plus rien, il ne sera plus opérateur puisque c'est les robots qui le feront. Il va faire quoi? Alors, ne vous inquiétez pas, il ne va pas être au chômage parce que je pense, et ça c'est mon espoir, mais je suis peut-être un petit peu angélique, hein, optimiste, je pense que grâce à ces technologies, le médecin sera obligé puisqu'il n'aura plus que ça à faire, de recoller avec le patient et de repenser la relation qu'il a et d'être véritablement un soignant. N'oubliez pas que nous avons quand même des mots très amusants. On parle de médecins traitants et on parle d'équipe soignante. Vous n'avez jamais entendu parler de médecins soignants? Non, ça n'existe pas. On a besoin d'être en équipe pour soigner et quand on est tout seul, on traite, on ne soigne pas. Ceux qui soignent, c'est les kinés, c'est les infirmières, ce sont les soignants. Et on parle des soignants. Vous voyez à quel point les mots sont importants, à quel point le langage est important et les réalités qu'il véhicule. Alors de l'autre côté, je vous pose la question, on va être bionique, hein, on pourra être remplacé avec des prothèses, des machins, des trucs, des bouts de pancréas créés à partir de nos cellules, tout. On va être bionique, hein, vous savez, comme l'homme qui valait 3 milliards. On va donc être un homme modifié grâce au génie génétique. On va être un homme numérisé, totalement numérisé. On va être un homme monitoré, puisque si on est numérisé et qu'on est connecté, on est pilotable. Alors vous voyez, ça sera le crime parfait. Vous avez un défibrillateur implantable, connecté sur Internet. Le hacker arrive et dit « Game over ». Ah oui, c'est le crime parfait. Et comme il est hacker, il s'est amusé à brouiller. Vous voyez, c'est fantastique. S'il y a des criminels parmi vous un peu fondus en informatique et qui veulent se débarrasser de quelqu'un qui a un défibrillateur, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Alors, le jumeau numérique, je vous en ai dit 2 mots. Eh bien, alors, la question c'est qu'est-ce que ça va être que cette vie? Notre vie va être programmée, mais c'est épouvantable, c'est épouvantable. Grâce à la médecine prédictive, on va dire, mon vieux, voilà, profite parce que normalement, dans 3 ans, tu as un cancer du côlon, tu vas t'en sortir par ça. Mais derrière, vu les effets du machin, tu vas avoir après un infarctus parce qu'on t'aura bousillé les coronaires. Et puis, voilà, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est très bien. C'est une question. Le risque surtout, c'est que les technologies séparent le monde des patients du monde des médecins. Et je pense que les technologies, nous en avons besoin, mais nous devons les mettre à la bonne place parce que c'est de la relation médecin-patient, c'est la relation médecin-patient qui est en jeu. Et la relation médecin-patient, c'est la médecine. C'est ça la médecine, c'est la relation qu'il y a entre un médecin et un patient. Et je crois que vous êtes tous sensibles à cette notion-là.
Ce qui m'oblige à parler d'éthique, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que l'éthique? Voilà, l'AI-santé, ben vous avez le patient, le médecin, la relation médecin-patient. Il y a des moteurs qui sont des algorithmes, et puis la pratique médicale. On rentre des données dans le réservoir. Pour ça, il faut de l'argent, hein, ça coûte un pognon monumental. Donc la question de l'argent, il ne faut pas l'oublier. Qui paye? Le patient ne paye pas, le politique ne paye pas, le médecin ne paye pas, l'assureur ne paye pas. Qui paye? Ceux qui ont de l'argent. Donc nous sommes soumis aux industriels, aux pouvoirs financiers, à tous ceux qui ont la possibilité de financer. Parce que sinon, ben, on n'a pas d'argent. Donc on ne peut pas alimenter cette pauvre machine. Or, vous allez voir que l'éthique en dépend. Parce que toutes ces données, ça produit des datas. Et ces datas, elles sont utilisées par les machines. Donc il y a des smart data et des big data. Et le but, c'est quoi? C'est d'aboutir à une destination qui est une décision, un diagnostic, un traitement, et de faire de la prévention. Où est l'éthique là-dedans? Ben, l'éthique, elle est là. C'est le chemin. C'est le chemin, la route sur laquelle nous avançons jour après jour, et nous essayons de ne pas tomber dans les trous qu'il y a sur cette route, de façon à ce que toute cette machine, elle fonctionne. Ce qui pose la question de la propreté des datas, puis sans jeu de mots, de la propriété des datas. Ce sont des véritables questions. La propreté des datas, c'est que si elles ne sont pas propres, eh ben, la machine mange des datas polluées, et donc elle résonnera mal, et donc voilà. Enfin, c'est ça. De quoi meurt-on? De quoi meurt-on, finalement? On meurt de pas mal de choses. Il y a des candidats? Alors, de quoi meurt-on? On meurt d'accidents. On meurt de mort volontaire. On meurt des guerres, hélas. On meurt d'épidémies. On meurt des échecs de la médecine. Ben oui, parce que la médecine, on fait des bêtises. On meurt d'infections, on meurt de maladies génétiques et on meurt de dégénérescence des organes. En gros, c'est ça. Bon. Les accidents, on ne peut rien y faire. La mort volontaire, la société ne peut rien faire à ça, peut-être en faisant un peu de prévention pour que les gens dépressifs ne se suicident pas. Les guerres, on voit bien à quel point on a du mal à gérer tout ça. Finalement, le but, c'est vaincre la maladie, vaincre la mort, et donc la promesse du transhumanisme dont je vais vous parler un petit peu. La question, c'est est-ce que le transhumanisme qui prétend nous faire changer de condition est compatible avec notre conception de la condition humaine? Alors, c'est possible, regardez. Le progrès médical, la dégénérescence des organes, la maladie génétique, les infections, les épidémies. Je vous ai repris toutes les raisons pour lesquelles on meurt et sur lesquelles on peut agir. Regardez, voilà, je vous les mets tous. Vous voyez tous ces petits schémas, hein, je vous les ai montrés. Hein, ils interviennent tous dans le progrès médical, dans les prothèses, dans la dégénérescence des organes, les autogreffes, la médecine prédictive, tout ça, ça marche. C'est-à-dire que le transhumanisme est une réalité possible. Et ça pose des questions. Ça pose de vraies questions. Et vous voyez que se trouve là-dedans toujours notre intelligence artificielle qui est là, comme un espèce de petit lutin. Est-il bienfaisant ou malfaisant? Je ne sais pas. C'est ce qu'on va voir. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de rallonger la durée de la vie en bonne santé, de ralentir le vieillissement, de repousser les frontières de la mort au-delà de l'imaginable. Alors pourquoi ça a été possible? Parce qu'on a numérisé le vivant, on a fait de l'intelligence artificielle, ok, et nous sommes passés d'un monde réel continu, c'est-à-dire nous, notre assemblée de cellules, qui sont un monde continu, et nous sommes passés à un monde virtuel pixelisé, c'est-à-dire des petits morceaux, des petits carrés, des petits cubes tout petits, mais qui sont des pixels, qui ne sont pas la continuité. Donc en fait, notre vision du monde, elle passe désormais par le regard des machines. Et ça, c'est extrêmement important, parce que dans l'éthique dont je vais vous parler, tout est fait par l'œil des machines. Nous ne pensons pas avec notre œil d'être humain. Et c'est fondamental, parce que la vision virtuelle du monde modifie notre perception du réel. Ça a été prouvé scientifiquement. Nous sommes dans un nouveau monde et notre esprit n'est plus le même qu'il y a 50 ans. Notre esprit lui-même est pixelisé. Alors, les réponses éthiques, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de faire ce qu'on appelle de l'éthique by design, c'est-à-dire d'appliquer à la machine des valeurs humaines et des principes humains. Vous avez la conception évolutive des programmes, ce que fait Jérôme Béranger, un ami à moi qui est très intéressant, qui a fait un système sur l'éthique by evolution. Et finalement, cette intelligence artificielle, elle pose des questions par rapport
à des valeurs éthiques, et ces valeurs éthiques, c'est des valeurs de justice, des valeurs de bienfaisance, des valeurs d'autonomie, des valeurs de non-malfaisance, et puis la cinquième qui vient de sortir et qui est très importante, qui est l'explicabilité. Et vous voyez que l'explicabilité, ça nous renvoie à la black box et à la white box que je vous ai parlé tout à l'heure. La machine black box n'explique pas. La machine white box explique. Donc, une machine black box n'est pas éthique au sens où nous l'entendons actuellement. Donc, ces réponses éthiques consistent à intégrer des valeurs et des principes humains dès la conception des outils technologiques. Ça, c'est véritablement ce qu'on peut espérer. Mais est-ce que c'est suffisant? Alors, vous avez la réponse. Moi, je pense que c'est insuffisant. Je vous explique pourquoi. Parce que, d'un côté, dans le réel, nous avons la connaissance, et de l'autre côté, nous avons des datas. Et entre les datas et la connaissance, c'est pas pareil. Nous avons le raisonnement du côté réel, et de l'autre côté, nous avons le machine learning. Et puis nous avons, dans le réel, nous cherchons à nous protéger, à protéger les êtres humains. Qu'est-ce que fait la machine? Elle cherche à protéger ses données. Elle n'en a rien à faire de l'être humain. Elle protège ses données. Donc si nous voyons l'œil au travers des datas, du machine learning et de la protection des données, on oublie que nous devrions regarder par l'œil de la connaissance, du raisonnement et de la protection des êtres humains. Ce qui pose donc un problème éthique phénoménal. Alors vous voyez, les conséquences, elles sont voilà, l'observation clinique numérisée versus plainte du patient, symptômes, examens, traitement, la relation humaine, encore. Les machine learning, les data science, les corrélations statistiques, très bien, ben nous, on a beaucoup plus riche, on fait des raisonnements déductifs, inductifs, projectifs, subductif, abductif. Et finalement, c'est le bon sens. Ben, la machine, non, elle ne raisonne pas comme ça. Et puis, la protection des données, ben, vous avez les RGPD, et face à ça, ben, se pose la question de l'anonymat et la question de notre liberté. C'est pas rien. Le data mining, qui lui pose la question de quel est l'usage qui va être fait de nos données. Donc, finalement, la vision virtuelle du monde fait perdre à l'homme tout ce qui est consubstantiel à la nature humaine. Alors, peut-être que c'est un petit peu elliptique, mais ça veut dire qu'en fait, à force de voir le monde par un œil qui est l'œil des machines, qui nous impose la virtualité, nous perdons tout ce qui est consubstantiel à notre nature humaine. Et le risque qu'il y a, regardez, c'est ça. Actuellement, le médecin, la machine, le patient, c'est le monde 3.0. De l'autre côté, vous avez le monde 4.0 avec le médecin, le patient, les capteurs, l'intelligence artificielle. Bon, tout ça va très bien, c'est le monde 4.0. Très bien. Le seul problème, c'est que ça, c'est le monde des hommes, et puis ça, c'est le monde des machines. Qu'est-ce qui se passe si les liens s'en vont? Eh bien, le monde des hommes sera séparé de l'homme des machines. Nous serons dans un monde 4.0 dans lequel les machines nous dicteront leurs lois. Ce qui veut donc dire que le risque du monde 4.0, c'est de soumettre l'homme à la volonté des machines qu'il a créées. C'est terrifiant, mais c'est ça le risque. Les questions que pose le transhumaniste, je suis pratiquement à la fin, pour rassurer les organisateurs. Les outils, alors je vous mets les questions, elles sont un peu en vrac, l'univers à l'après-vert. Les outils technologiques vont-ils mettre l'être humain sous le contrôle des machines? Question. Les outils qui permettront l'avènement d'un transhumanisme vont-ils changer notre nature humaine? C'est la question de la condition humaine. La maladie est-elle indissociable de notre condition humaine? Ben, c'est une question, parce que quelle est la place de la maladie pour nous et dans la société? La maladie étant profondément liée à la condition humaine, par quoi va-t-on la remplacer? Parce que s'il n'y a plus de maladie, il va bien falloir qu'il y ait quelque chose à la place. Parce que la maladie a un sens. La maladie nous sert à quelque chose. La maladie dans notre vie, même quand on est malade, ça participe de notre évolution. Si la maladie devient hors la loi, les malades seront-ils considérés comme des contrevenants? Ah bah oui, on n'a plus le droit d'être malade, donc t'es malade, c'est de ta faute. Bon. L'homme augmenté sera-t-il encore un être humain? Ça pose la question de la nature biologique de l'homme. Et puis si l'être humain parvient à repousser les frontières de la mort, de quoi va-t-il mourir? Ben oui, c'est effroyable. Comment va-t-on mourir? Soleil vert, vous vous souvenez de ce film? Ça pose cette question. L'allongement de la durée de la vie est-il compatible avec la surpopulation mondiale? Vous avez 3 heures, je relève les copies. Bon, éthique by design, éthique by évolution, c'est les solutions, mais c'est pas, à mon avis, je pense que ce n'est pas suffisant pour répondre à ces questions.
il faut penser, je pense, éthique by the top, et je vous explique ce que c'est. C'est quoi? La condition humaine. Mes questions, vous voyez, l'homme est un être biologique, la mort fait partie de la vie, la maladie est un phénomène normal, tout ça c'est relié, c'est notre condition humaine. Très bien, jusque-là tout va bien. L'acte médical, il passe par la relation soignant-soigné, parce que si la maladie est un phénomène normal, eh ben, il faut bien qu'il y ait des médecins et des patients. Hein. Voilà, c'est normal, donc on est dans le cas de la médecine. Donc il faut un acte médical. Et lui, il passe par quoi? Par la relation soignant-soigné. Et quelle est-elle? C'est la connaissance et le soin. Or, le soin et la connaissance, c'est une action humaine, mais maintenant nous avons en plus la connaissance, enfin l'action numérique. Donc, entre le numérique et l'action humaine, vous voyez que maintenant on se trouve dans des réflexions dans lesquelles nous ne pouvons pas échapper au fait qu'il va falloir avoir une réflexion humaniste et une réflexion philosophique. Donc on va être obligé de se poser des questions qu'on n'a pas le courage de se poser. Est-ce que l'homme est encore un être biologique quand il sera bionique? Est-ce que la mort fait partie de la vie, celle que nous cherchons à évacuer? Et est-ce que la maladie est un phénomène normal? C'est des questions pour lesquelles nous devons répondre. Et si on n'y répond pas, on ne pourra pas avoir de solution éthique. Alors les solutions éthiques, qu'est-ce que c'est actuellement? Vous voyez, on est en retard, on a fait RGPD, bioéthique, PMA, loi Kouchner, mais regardez tout l'univers où on n'a rien, absolument rien. Bon. Les mesures prioritaires. Ce pauvre capitaine de tanker, il croit que c'est lui qui dirige le bateau. Pas du tout. L'endroit où il va, c'est les marchés qui disent tu vas aller à Rotterdam, tu vas aller à tel endroit, etc. Donc lui, il ne fait que suivre. Ce qui pose un problème parce que, appliqué à la médecine, regardez le code de déontologie. Je l'ai présenté à l'ordre des médecins, qui a fini par le mettre sous le tapis. Il y a 63% des articles du code de déontologie qui ne peuvent plus fonctionner à cause des nouvelles technologies. Donc il faudrait revoir le code de santé publique, et il faudrait donc ça veut dire qu'on ne le fera pas, parce que c'est un chantier monumental. Et pourtant, ce code de déontologie, il est très bien conçu, très stable, mais il est obsolète. Alors on va faire des commentaires, comme dans la Kabbale, on va faire des commentaires du commentaire, mais le code de déontologie, hélas, ne bougera pas, ce qui est dommage. Les droits et le devoir du citoyen numérique, c'est essentiel. Les études de médecine, si on a le temps, on en parlera 2 secondes, je vous dirai un petit peu les idées que j'ai, et à quel point, là je vais le dire tout de suite, parce que sinon on va oublier. Vous qui êtes... Et en fait, c'est peut-être le point le plus important, hein, tout mon baratin, c'est pouvoir aboutir à ça. Vous qui êtes dans le SVT, c'est vous qui allez former les futurs étudiants en médecine. Et... Oui? Vous n'êtes pas en SVT, vous êtes en... Mais oui, mais parce que la connaissance de la biologie, tout ce que vous nous apprenez à ces élèves, ils se retrouveront en médecine. Et donc, il faut qu'ils comprennent pourquoi la cellule est importante, pourquoi la mitochondrie, c'est essentiel à comprendre, pourquoi le corps de Golgi, pourquoi ceci, pourquoi la manière dont les plantes poussent, pourquoi l'évolution, pourquoi le darwinisme, pourquoi. C'est essentiel parce que si on ne l'a pas au fond de notre tête quand on commence notre médecine, quelle était la question? Est-ce qu'on deviendra un bon ou un mauvais médecin? Je vous réponds tout de suite non, c'est pas possible, parce qu'on aura oublié quelle est la relation humaine. Et puis d'autres sujets dont je ne parle pas parce que ça nous emmènerait trop loin. Monétisation éthique de la connaissance. Personne ne paye, il y a des gens qui payent. Quand ils payent, il faut qu'ils aient un ROI, retour sur investissement. Comment faire pour que cette monétisation soit éthique? Le code source, il faut qu'il soit éthique, il faut des chartes éthiques, et puis tout ça, c'est de façon à éviter le monde affreux de Frankenstein, dans un monde cauchemardesque que je crains. 3 principes éthiques, et c'est ma dernière, je vous assure, je vous promets. J'adore cette photo. J'adore cette photo, cette relation entre ce vieux monsieur fait de confiance, dans lequel et le médecin penché, qui a une attention, qui en même temps qui est une humilité. Vous voyez? Ça, je pense que c'est ça la relation médecin-patient. Et c'est ça qu'il faut conserver, c'est ça qu'il faut défendre. Et pour le défendre, comme nous avons tout ce que je vous ai décrit, l'intelligence artificielle, les machines et tout ça, il faudrait des principes. Alors, Asimov a fait des principes pour la robotique. Alors, j'ai copié-collé. Premier principe, la relation médecin-patient est un sanctuaire inviolable. C'est comme ça. Inviolable. Personne ne doit intervenir dans la relation entre un médecin et un patient.
C'est indestructible. Premier point. Deuxième point, toute machine intelligente doit rester contrôlable par l'homme. Si la machine n'est plus contrôlable par l'homme, nous allons vers des lendemains effroyables. Et troisième principe, toute machine devenue consciente d'elle-même et contrevenant aux deux principes précédents, il faut la détruire. Voilà, je terminerai sur cette image en sépia. Est-ce que c'est celle des temps passés? Est-ce l'avenir? Je ne sais pas. Mais c'est à nous tous à construire ce que nous serons les médecins du futur et les patients du futur. Voilà, je vous remercie. Oui, vous allez vous présenter aux élections. Alors, on va passer à quelques questions de l'Assemblée. Alors, est-ce qu'il y a une question? Alors, ici à droite. Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui. Oui, bonjour. Alors, deux questions ici. Une première question sur l'orientation des élèves. Il y a un gros débat sur les spécialités qui doivent être conservées en terminale pour aller ensuite en médecine. Donc, qu'est-ce que vous diriez à des élèves qui vous disent oui, je dois garder maths et physique chimie parce que l'école que je veux faire pour médecine veut absolument que je garde ça et tant pis pour les SVT. Et deuxième question, avec tous les problèmes liés aux matériaux, aux terres rares, etc., est-ce que vraiment tout miser sur la technologie, c'est une bonne idée ou pas? Merci. Bon, écoutez, c'est une question, c'est deux questions déjà énormes. Hein. Énorme, parce qu'effectivement, en commençant par la seconde, la problématique des terres rares, on a trouvé, paraît-il, je ne sais plus, en Dordogne, des mines de lithium. Bon, c'est vrai que nous avons besoin de ces éléments. Ça va être incontournable, et de toute façon, nous ne pourrons pas échapper à ces machines. Nous ne pourrons pas, parce que vous ne pouvez pas empêcher les chercheurs de continuer à chercher et les trouveurs de continuer à trouver. On ne peut pas éviter ça. Donc, de toute façon, c'est un mouvement inéluctable. Mais la question se pose, parce qu'effectivement, on pourrait se dire, est-ce qu'il n'y aura pas une décroissance qui va nous obliger à revenir finalement à autre chose? Mais je crois que le mouvement maintenant est à peu près inéluctable. Est-ce qu'il sera dégradé? Peut-être qu'il sera dégradé. Quant à votre première question, c'est malheureusement dans le système actuel tel qu'il est, les maths et la physique, la chimie, etc. sont un outil de sélection. Moi, je pense qu'en médecine, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que la psychiatrie, elle n'est pas fille de la médecine, la psychiatrie, elle est fille de la philosophie. On devrait faire de la philo dès la maternelle. On devrait démarrer dès la maternelle. Et on devrait tout au long des études amener le citoyen à comprendre les enjeux du monde de demain et à comprendre qu'est-ce que c'est que la nature humaine, qu'est-ce que c'est que la condition humaine. C'est absolument essentiel. Et donc, les maths, etc., bien sûr, il en faut, mais ce serait très bien, je pense, pour fabriquer des techniciens. Alors, ce qui serait bien, moi je rêve, hein, il faudrait qu'il y ait des médecins qui soient tous internistes, tous. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, qu'est-ce que c'est que le patient? C'est un pauvre type qui est assis sur le matelas d'un fakir, avec des pointes qui lui rentrent dans le derrière, avec son cardiologue, son dermatologue, son truc, etc. Il est assis dessus, c'est très inconfortable, parce qu'il n'est pas pris en charge, parce que le socle, qui est le médecin traitant, n'a pas les outils, n'a pas les moyens, ni le temps, etc., de faire la coordination. Ce qu'il faudrait, ce serait faire des études de médecine dans lesquelles tout le monde soit interniste, c'est-à-dire que tout médecin ait une connaissance globale et qu'ils décident après de se spécialiser en cardio, en ceci, en cela. Mais ils seraient tous internistes à ce moment-là. Si nous étions tous internistes, tous les médecins, on penserait aux maladies rares. Le cardiologue se dirait « Ah oui, mais tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. » Et le dermatologue dirait « Ah oui, tiens, il y a ça, etc. » On pourrait avoir une communication qui n'existe pas, puisque nous avons des silos. Ce qui veut donc dire que dans l'enseignement,
dans l'enseignement. Il faudrait peut-être que nous ayons des médecins qui soient techniciens, des gens qui vont être, qui vont être des techniciens, voilà. Et puis d'autres médecins qui seraient plus des humanistes. Et je pense que la sélection par les maths, la physique, etc., il en faut peut-être un petit peu pour ne pas avoir des gens qui ne savent pas faire une opération. Mais le fondement, c'est la littérature, c'est la philo, c'est les connaissances fondamentales de la biologie, entre autres. C'est essentiel. Mais pour arriver à ça, je crains que malheureusement on n'y arrive pas. Et que votre question, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut répondre à ces gens, à ces étudiants, dans le monde dans lequel nous sommes. Dans le monde qui va venir, j'espère que ça sera différent. Oui, bonjour. Déjà, merci beaucoup pour votre intervention. Je me faisais la réflexion qu'en fait, on a tous eu des expériences un peu ratées avec nos médecins, par exemple, et qui ébranler les relations médecin-patient. Par exemple, moi, je pense à mes élèves de seconde qui me disent en fait, moi, quand j'ai mes règles, mon médecin me dit que c'est normal, qu'on ne pense pas forcément à l'endométriose ou des choses comme ça. Ou moi, personnellement, je disais qu'en prépa CAPES, prépa grec, je commençais à avoir des douleurs aux articulations au bras droit, et même quand je corrigeais mes copies. Et mon médecin m'a répondu, ma bonne dame, il faut perdre du poids. Donc je me suis dit, mais il croit que je me mets dans quelle position en fait, pour corriger des copies. Et du coup, je me disais, ou même du syndrome méditerranéen qui a été enseigné aux étudiants en médecine, et du coup, je me demandais, est-ce que l'IA pourrait réduire ces erreurs de jugement de la part des médecins ? Mais absolument, absolument. Alors, vous voyez, quand vous racontez votre histoire, vous avez dit une chose extrêmement importante, vous avez dit que vous avez des règles douloureuses, etc. Ok. La première question que l'on doit poser quand on a un gynécologue qui pense à une endométriose, il doit dire, est-ce que vous avez toujours eu des règles douloureuses ? À partir du moment où la réponse est oui, il y a de fortes probabilités que ce soit une endométriose. Une endométriose, c'est une saloperie de maladie qui met 6 ans à être découverte. Ce qui veut donc dire que si nous avions des IA qui permettent de poser les bonnes questions et qui obligent le médecin à poser les bonnes questions, on diminuerait l'errance diagnostique, on diminuerait l'errance thérapeutique et on se rendrait compte que les douleurs articulaires que vous avez ont peut-être un rapport avec autre chose, avec une maladie inflammatoire globale, et qu'actuellement, les médecins, nous ne sommes pas capables de le faire parce que tout est siloté. Donc le gynéco, lui, il ne pensera pas à parler au rhumato parce qu'il ne se parle pas. Et comme il ne se parle pas, on n'y arrivera pas. Donc le seul moyen, malheureusement, c'est la transversalité, et j'espère que l'intelligence artificielle peut amener à ça. Enfin, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On a 1200 maladies dans notre système. On vient de faire 300 maladies rares avec Sanofi. Notre objectif, c'est d'arriver à 7000 maladies rares à horizon 5 ans, et peut-être dans 10 ans, à rentrer toutes les maladies existantes dans le monde, 17 000, peut-être, si on y arrive. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et votre témoignage était, hélas, très, très, très clair. Une question, Balcon. Bonjour, déjà merci pour votre exposé qui était très pédagogique, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Merci. Par contre, j'ai une remarque qui fait un peu écho à la remarque précédente. Quand vous abordez le côté historique de l'intelligence artificielle, j'ai été un peu surprise de voir que vous ne mentionnez pas du tout Ada Lovelace, qui est une femme qui a énormément participé à la mise en place de la découverte de la programmation informatique, etc. Et pour moi, ça pose aussi la question du fait que les IA sont souvent développées par des hommes, pour des hommes blancs, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, notamment, comme le disait la collègue, sur les diagnostics de l'endométriose, etc. Et également sur la question de l'orientation pour des élèves, où si on leur présente toujours l'histoire des sciences ou de l'informatique comme étant une histoire masculine, comment est-ce qu'on peut motiver nos élèves femmes à s'orienter dans ce genre de filière? Mais oui, mais vous avez tout à fait raison. Et nous sommes dans un... Avant-hier, c'était la journée de la violence faite aux femmes. Il y a un mouvement maintenant qui se fait, qui est évident, et dans lequel la place des femmes maintenant est enfin
enfin reconnu et avance. Et c'est vrai que j'ai pas mis, je n'ai pas pu mettre tout le monde, j'ai mis les figures emblématiques. Or, ces figures emblématiques démarrent de cette période, à cette période. Parce que finalement, depuis les années 60, on n'a pas inventé véritablement de nouvelles choses. Ce sont les technologies, c'est la puissance des machines qui s'est améliorée. Mais vous voyez par exemple les neurones spike. Les neurones spike qui sont vraiment des pensées assez évoluées, qui prennent en compte non seulement des données numériques, mais également des données sémantiques. Ça a été créé dans les années 65. Je ne sais pas qui l'a fait d'ailleurs. C'est peut-être une femme d'ailleurs, je ne sais pas. Mais toujours est-il que l'intelligence artificielle, elle a démarré à une époque où c'était pratiquement que des hommes. Alors maintenant, vous avez de plus en plus de femmes qui s'emparent de ça. Mais comme nous sommes dans un univers qui est un univers profondément connexionniste, le problème qu'il y a, c'est que nous fonctionnons là encore avec des maths. Et là encore, nous sortons de notre humanité. Alors, ce qui veut donc dire que pour la question sur les femmes, c'est évident que vous avez absolument raison. Et c'est quelque chose qui va s'améliorer, je pense. Est-ce que la féminisation de l'IA va changer la donne? J'espère. Il faudrait plus de femmes pour justement amener peut-être un peu plus d'éthique. Est-ce que les femmes ont plus d'éthique que les hommes? Je ne vais pas lancer une querelle homme-femme sur le sujet, mais c'est quelque chose qui est absolument, heureusement, je pense, inévitable. Il y a une question au fond là-bas. Voilà. Oui. Bonjour, j'avais plusieurs questions. On va dire plus une inquiétude. Vous avez évoqué la médecine à distance, donc la télémédecine. Les questions qui me venaient, c'était est-ce qu'il n'y a pas un risque assez élevé de passer à côté de diagnostics pour plusieurs raisons, par rapport au fait de ce que ne dit pas le patient. Justement, vous parliez, est-il vraiment utile de me faire une coloscopie, etc. Donc, à distance, c'est plus compliqué pour le médecin de voir ce que ne veut pas dire le patient. Même question sur le fait que vous disiez et c'est ce qui se fait aujourd'hui, que les médecins délèguent à des non-médecins un certain nombre d'actes. Les non-médecins n'ont pas la même formation, par définition. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un risque de passer à côté de certains diagnostics ? Et aussi, vous parliez d'humanisme, et on sait que tout l'aspect psychologique est aussi important, il peut avoir des impacts sur la santé. Ça, c'est pareil, l'intelligence artificielle ou le fait d'être à distance, ça me semble un élément qui est plus difficile à prendre en compte à distance. Ça, c'est ma première partie de question sur les risques d'erreur. Est-ce que je peux répondre déjà à celle-là? Oui. Alors, est-ce que vous pensez qu'un médecin régulateur du SAMU fait de la médecine ou non? Oui, il fait de la médecine, mais c'est... Et pourtant, il est à distance. Il ne voit pas le patient, il ne le touche pas, il n'est sûr de rien. Ça s'appelle l'incertitude. Or, l'incertitude en médecine, elle est partout. Elle est partout. Et le médecin qui fait un examen clinique, qui interroge son patient, qui l'écoute, qui écoute le non-dit, qui est un médecin parfait, qui est un très bon médecin, un très bon médecin, malgré tout, il aura toujours des zones d'ombre. Il y aura toujours une incertitude. Parce que la médecine est peuplée d'incertitudes. Et qu'est-ce que fait la médecine à distance? Elle ne fait pas du diagnostic. C'est là où je pense, excusez-moi, mais il y a une erreur sémantique. Quand vous dites que ça fait du diagnostic, non, ça pose des hypothèses diagnostiques. Qui fait le diagnostic? C'est les machines, c'est la biologie, c'est l'imagerie, c'est ça. Donc en fait, le fait d'avoir une médecine à distance, une médecine qui peut paraître déshumanisée, c'est en fait exactement la même chose que lorsqu'on a eu le téléphone. Est-ce que le téléphone a tué la relation humaine? Non. Il l'a modifié. C'est-à-dire que quand avant on s'écrivait des lettres, maintenant on ne s'écrit plus des lettres, on s'envoie des SMS. Avant on ne se parlait pas au téléphone, il fallait qu'on se rencontre, qu'on se voit. Et donc la relation humaine passait par des vecteurs qui n'étaient pas les mêmes. Est-ce que les vecteurs ont changé la relation? Oui, bien sûr, ça l'a changé. Est-ce que ça a changé la nature profonde de la relation? Non, parce que quand vous avez un problème familial avec quelqu'un, vous n'allez pas lui annoncer des choses au téléphone, vous allez lui dire « il faut que je te voie, on se rencontre dans un café ou on se rencontre chez toi et on parle ». Donc en fait, la relation qu'il y a entre deux êtres humains, elle est modulée par
les outils que nous utilisons pour communiquer, mais ça reste de la relation humaine. Et de la relation à distance, excusez-moi, ce sera toujours de la médecine. Et ceci d'autant plus que maintenant, n'oubliez pas, les examens complémentaires, les examens cliniques seront beaucoup plus performants que nos yeux, nos mains et nos oreilles de médecins. Et les infirmières, par exemple, vous dites qu'elles n'ont pas une formation, elles font quand même des années d'études, c'est pas des abrutis. Quand vous avez des gens, mais oui, quand vous avez des kinés qui font des années d'études, c'est pas des abrutis. Les pharmaciens, c'est pas des abrutis. Ils ont un début des raisonnements. Et s'ils sont aidés par une intelligence artificielle qui les aide à poser une question, est-ce qu'il y a besoin, pour poser des questions qui sont écrites sur un petit truc, est-ce qu'il y a besoin d'avoir fait 10 ans d'études? Il suffit de savoir lire et il suffit d'avoir un minimum d'empathie pour poser la question aux patients. Donc on pourrait déléguer l'interrogatoire, où ça? Pas partout, mais dans les zones où il n'y a pas de médecin. Dans 5 ans, nous aurons 25% de médecins en moins. Les déserts médicaux, ce ne sera plus des déserts médicaux, nous allons être dans des territoires vide de médecins. Il faut trouver une solution. La délégation des tâches, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen. C'est peut-être pas la panacée, mais vous savez, avant-guerre, il n'y avait pas les assistantes sociales. Après-guerre, il y a eu les assistantes sociales. Les assistantes sociales, elles ont changé la société. Les assistants sanitaires, que pourraient être des infirmières augmentées. Vous voyez, on parle d'infirmières de pratique avancée. Des infirmières augmentées, des pharmaciens augmentés, etc., permettraient de résoudre des problématiques territoriales où pour l'instant nous avons zéro solution. Il est urgent de bouger. Il est urgent que ça change. Sinon, vous n'aurez plus de médecins, nous n'aurons plus de médecins. Combien d'entre vous n'ont pas de médecin traitant? Il y a peut-être parmi vous des gens qui n'ont pas de médecin traitant parce qu'ils n'ont pas pu en trouver. Parce qu'on ne vous accepte plus, parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Il faut trouver des solutions. Est-ce que c'est souhaitable pour vous ou est-ce que, par exemple, former plus de médecins, ça fait aussi partie des solutions? Ou pour vous, la nouvelle médecine, c'est de toute façon délégué, et pour vous, c'est... Non. Pour former un médecin, combien de temps il faut pour former un bon médecin? Il faut déjà 10 ans actuellement, puisque c'est 10 ans, plus 2 ans pour qu'ils comprennent que l'hôpital, c'est différent de la ville, et encore 3 ans pour avoir une petite expérience. Il faut 15 ans pour former un bon médecin. On est en 2023, 2023 plus 15, ça fait je ne sais pas combien. On ne va pas attendre 2000, je ne sais pas combien, pour avoir des médecins. Il faut trouver des solutions en attendant. C'est peut-être pas la panacée, mais ça va être une autre façon de voir les choses. Regardez la question qui était posée par rapport aux femmes tout à l'heure, la féminisation de la profession. C'est extrêmement important, c'est extrêmement intéressant. Eh bien, le fait d'avoir des infirmières qui sont des soignantes, qui deviennent au contact du patient des intermédiaires, ça va humaniser la relation. Parce que nous, les médecins, je vous le répète, nous ne sommes plus des soignants, nous sommes des traitants. Nous sommes des traitants. Et si des infirmières nous remplacent, mais moi je dis, ils ne nous remplacent pas, mais qui nous suppléent là où nous ne pouvons pas être, moi je dis bravo. C'est comme ça que la médecine, elle va bouger. C'est grâce aux soignants. C'est grâce aux soignants. Il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur de l'IA. N'ayez pas peur de ces choses-là. Ce ne sont que des techniques. Que des techniques. Et ce qui compte, c'est la réflexion éthique. Alors là, oui, il faut réfléchir. Et là, il faut se poser les questions. La mort fait-elle partie de la vie? Est-ce que tous les trucs que je vous expliquais à la fin. Merci à vous. Merci pour vos questions. Merci, franchement. Ça permet d'ouvrir aussi un peu la vision du futur. Donc, nous remercions Loïc Etienne.